envie de devenir comédien, Dimitri. Ma chérie de l'époque. J'étais au lycée et elle aussi, et elle m'avait dit elle faisait du théâtre en amateur. Il y avait dans sa classe, sa prof de français avait mis en scène un Marivaux, et il y a un des comédiens qui s'est blessé. Enfin, c'était un lycéen lui aussi, et il s'est blessé à la jambe, je crois, et elle m'a dit, écoute, on est embêté, viens, est-ce que tu veux pas venir? La prof fait des auditions, et j'avais jamais pensé à faire ça, mais pour pour ma copine, pour Carole, je l'ai fait, donc je l'ai accompagnée, et j'ai été choisi, et après, ça a été un truc un peu bizarre parce que c'était une pièce dans un lycée, donc normalement ça devait pas se jouer beaucoup, mais elle a eu tellement de succès qu'on l'a joué pendant 2 mois, et ensuite on est parti la jouer dans d'autres villes. Il y a eu une mini tournée et c'était hyper sympa, et ça m'a donné envie de continuer. Donc après, j'ai fait du théâtre à la fac, et puis de fil en aiguille, j'ai fait un cours à Paris, et puis j'ai commencé comme ça. Très bien. Et le doublage est arrivé quand, du coup? Le doublage est arrivé beaucoup plus tard, parce que là, je te parle de ça, j'avais 16 ans, et j'ai fait que du théâtre jusqu'à l'âge de 30 ans, 28, 29, 30 ans. Avant, je faisais que du théâtre, je faisais des pièces avec différentes compagnies, dans différents endroits, et puis un jour, là aussi, une copine une copine de cours m'a dit, je la voyais très occupée, elle travaillait beaucoup. Je disais, mais tu fais quoi? T'as des castings tout le temps? Elle me dit, non, non, je fais du doublage. Et je l'ai accompagnée. Et ça m'a fait envie parce que ça m'a rappelé une époque. Moi, je suis originaire de Strasbourg, et à Strasbourg, je faisais beaucoup de radio. Avec un copain, on faisait de la radio, et j'aimais bien l'ambiance des studios, des micros, de la lumière rouge où il faut pas faire de bruit parce qu'on enregistre, etc. Et ça m'a beaucoup plu. En plus, j'étais très content parce que quand je l'accompagnais, j'ai découvert, autour de moi, il y avait que des gens. J'avais l'impression d'être à l'intérieur d'une télévision. Tu sais, il y avait la voix de Chapeau melon et bottes de cuir, Oui. Monsieur Jean Berger. Il y avait la voix de Jacques Thébault, qui doublait le Cosby Show. Il y avait et Steve McQueen évidemment, et compagnie. Et donc j'étais complètement émerveillé d'entendre tous ces gens, et je me suis senti très à l'aise. C'est-à-dire, moi je venais du théâtre, et j'avais l'impression que il fallait faire ça en étant. Enfin, ça me faisait moins peur. J'avais pas le trac. Il n'y avait pas de public, il n'y avait pas de lumière. J'étais dans le noir, et ça me convenait très bien. Donc, je me suis senti très à l'aise, très à ma place. Et puis, j'ai réussi à passer un essai grâce à Nadine Delanoë et grâce à Catherine Lelanne, qui sont des directrices artistiques qui travaillent toujours beaucoup aujourd'hui. Et ces deux femmes m'ont donné ma chance, et ça a commencé comme ça. Voilà. Est-ce que tu te rappelles du premier rôle marquant qui a commencé, qui a lancé ta carrière dans le doublage? Euh, Ce qui a vraiment lancé ma carrière dans le doublage, c'est qu'il y avait une audition, il y avait des essais. M6 avait demandé des essais pour doubler une série qui s'appelait The Practice, Donnell et Associés. Et tout le monde avait passé des essais, et M6 n'était pas convaincu. Donc ils ont demandé de nouveaux essais. Et, j'étais dans le coin, et un ingénieur du son m'a entendu faire des ambiances, et il s'est dit que ça pourrait peut-être coller. Donc Nadine Delanoë m'a dit, ok, viens, essaye. Et j'ai été choisi par M6. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à doubler Dylan McDermott dans une série excellente, Practice. Et c'était le rôle principal, si tu veux. Donc à partir de ce moment-là, Jenny Gérard, qui était la grande prêtresse du doublage, c'était vraiment une grande figure du doublage à cette époque-là. Elle m'a entendu à la télé. Enfin, elle a entendu la série à la télé avec ma voix dedans, et elle m'a appelé directement. Elle m'a dit, écoute, voilà, on se connaît pas, mais je t'ai entendu
je t'ai entendu, je trouve que tu travailles bien, j'aimerais travailler avec toi, viens à l'Européenne de doublage. Donc j'ai changé de studio et elle m'a confié des films tout de suite avec des rôles super dans Minority Report, elle m'a fait faire Adrienne Brody qui débutait, qui était un acteur très prometteur et qui avait déjà des rôles très importants. Et puis j'ai suivi Jenny qui plus tard me fera faire le Dark Knight. On va en parler tout à l'heure. Voilà, mais là, avant ça, elle m'a fait faire beaucoup de films et elle m'a donné la série Urgence, un rôle dans la série Urgence qui était une série phare à l'époque où elle m'a donné un des médecins principaux à doubler, le médecin qui remplaçait Georges Clooney. Donc ça m'a lancé aussi. D'accord. Parce que moi, j'ai découvert ta voix dans la série Ma famille d'abord, sur Michael Caine. Ah oui, alors ça c'est grâce à Marie-Christine Dara. Maïk m'avait entendu, je travaillais avec elle, je faisais beaucoup de séries avec elle, on se marrait bien. Et elle m'a dit, écoute, je vais diriger une série qui s'appelle, on n'a pas encore le titre. Longtemps, elle a failli s'appeler Une famille en or ou Une famille formidable, et puis finalement, ça convenait pas. Et je me demande si c'est pas Maïk ou Ninou qui ont eu l'idée de Ninou Fratellini, qui doublait ma femme dans la série, qui a eu l'idée de Ma famille d'abord. Et ça a bien plu à Disney et à M6 aussi. Je crois que c'était M6. Oui, tout à fait. Et donc Maïk m'a dit, viens faire des essais. Alors, j'ai fait les essais, j'ai été choisi, et là, ça a été... mais ça, c'est un peu plus tard hein, que Urgence et tout ça, c'est en 2002, je crois, 2001-2002, Oui, famille d'abord, c'est ça. et c'est là que j'ai fait vraiment le truc le plus chouette, je trouve, avec Damon Wayans, parce que c'était vraiment un clown absolument génial. Il était super marrant à suivre. Et puis j'ai adoré cette série. Encore maintenant, de temps en temps, quand je zappe, je vois que ça passe et je reste toujours 2-3 minutes dessus. Moi, Et je moi, un trouve peu que ça, plus. ouais, mais je trouve que ça a super bien vieilli. Je sais pas ce que t'en Oui, penses, tout à fait, oui. mais ça reste très drôle. Je suis d'accord. Et on m'en parle beaucoup. Alors maintenant, c'est des gens qui ont la trentaine qui me disent, oh voilà, ça a bercé mon enfance et tout. Donc ça me fait vraiment plaisir. Mais j'ai la Et trentaine et ça a bercé mon enfance. ben voilà, et ben tu vois, pour le coup, je suis fier de ça parce que c'est vrai que c'était une série de qualité et qui est un très bon souvenir. J'ai adoré travailler avec Maïk, avec Ninou Fratellini, avec Alexandra Je trouve Nguyen. justement que cette série, le jeu d'acteur est très important, j'imagine. Il y a beaucoup de, comment vous appelez, des ruptures, c'est ça? Ouais, De, des ruptures, exactement. C'était vraiment un acteur qui faisait des ruptures, qui était capable de danser, de chanter, de faire des blagues très ironiques. Et puis, et ce qui était très chouette, c'est qu'on s'entendait très bien tous. Alors, on rigolait énormément et on travaillait avec Gérard Surug, qui est un copain oui, formidable, la voix de Bugs Bunny. On travaillait euh, avec beaucoup, dont certains amis ont disparu. Jean-Michel Martial est décédé malheureusement. Il était formidable. Je l'adorais ce gars. On s'entendait très bien. Enfin, c'était vraiment des très bons souvenirs. Et il y avait une liberté de ton, on changeait le texte, mais le texte était souvent très bien écrit. Ça aussi, c'est pas facile d'écrire des choses drôles et de les transposer. Et c'était un des auteurs, c'était mon camarade Michel Mella, qui est un type extra et qui sait très bien écrire. Et c'est pas facile, encore une fois, d'écrire des choses drôles et qu'elles restent drôles en français, parce qu'on peut pas faire exactement la traduction littérale. Il faut adapter, et le métier d'adaptateur, on n'en parle pas assez, mais c'est un très beau métier. Et Michel Mella était excellent là-dedans. justement, pour faire une très bonne série et un très bon doublage, du coup, il faut une très bonne adaptation. C'est ça que tu es en train de dire? Je crois qu'il faut une très bonne adaptation, surtout dans les séries comiques. C'est encore plus difficile d'adapter des blagues que des séries dramatiques, etc.
les blagues sont difficiles à transposer. Il y a des gens qui sont extraordinaires pour ça, qui ont vraiment l'esprit pour ça, comme William Coryn ou j'en oublierai d'autres, mais parce que ce sont des gens d'abord eux-mêmes qui sont très drôles, qui ont beaucoup d'humour. Michel Mella ou William, c'est des gens très marrants. Et ils ont ce talent d'abord, ils parlent absolument parfaitement l'anglais, aussi bien que le français, et ils arrivent à trouver des correspondances entre la blague américaine et la blague française. Alors parfois c'est évident parce que c'est drôle dans les deux langues, mais parfois le jeu de mots n'a pas la même saveur dans une langue et dans l'autre, et là il faut trouver autre chose. Et en plus il faut que ce soit synchro, il faut que ce soit possible. Il ne faut pas remplacer un seul mot de 2 syllabes par une phrase de 10 mots, parce que ça ne pourra jamais rentrer dans la bouche. Donc c'est vraiment un drôle de métier, très intéressant. Et vous devez vous adapter à l'adaptateur, du coup. Enfin, ce qu'il a écrit. Alors, oui et non, parce que moi, mon travail, finalement, il est de passer en dernier. Enfin, pas tout à fait en dernier, parce qu'il faut pas minimiser l'importance après du mixage, de toute la partie post-production pour que le son soit bien fait, etc. Mais pratiquement en dernier. Et donc, je peux encore changer. Moi, je me réserve toujours le droit d'apporter des modifications. Plus le texte est bien écrit, moins j'en fais. Parfois, le texte est très mal écrit et là, il faut vraiment tout changer. Moi, ça me dérange pas parce que ça m'amuse. Comme j'écris moi-même, j'aime bien changer les textes. Et puis, techniquement, j'ai une grande habitude de ça, donc ça me pose pas de problème de le faire à la volée, comme ça, de le changer spontanément. D'accord. Mais disons que même avec des bons textes, euh, mon camarade Michel Mella m'en voulait pas quand je changeais un mot, j'en proposais un autre, il me disait ah ouais si c'est une bonne idée, vas-y. Et puis parfois je me sentais plus à l'aise avec une autre phrase, donc je la modifiais un peu. Mais c'était souvent encore une fois très bien fait, donc j'avais juste à travailler avec ce qu'il me proposait. D'accord. Très bien. Et j'imagine que pour doubler un film, c'est différent que pour une série. Au niveau du rythme, comment ça se passe? Alors, différent, oui et non. Ça peut être curieusement. Alors, le rythme, c'est surtout qu'on a plus de temps parce que les budgets sont plus importants. Alors, on a plus de temps pour refaire. Mais euh, dans un autre sens, ça peut être parfois euh, les enjeux, les clients sont pas tout à fait les mêmes. Ils ont très peur du résultat. Ils vérifient, ils supervisent, ils corrigent, ils se prennent la tête pour une phrase. Parfois ça devient un peu trop et on perd en spontanéité, on perd trop de temps. Moi j'aime bien doubler des bons films et des beaux personnages. Je l'ai beaucoup fait, mais c'est vrai que j'aime aussi les rythmes plus rapides. J'aime aussi travailler avec des gens qui vous font confiance complètement et qui vous laissent libre et et dans un rythme vif. Moi, j'ai besoin de travailler vite et de pouvoir quand même refaire. Donc ça, il faut trouver un compromis. J'ai besoin de refaire quand c'est pas bien, mais j'ai besoin aussi d'avancer et pas faire 50 prises inutiles. Et parfois pour le cinéma, les gros films de cinéma, il y a, je sais pas, 15 prises, 20 prises. Je trouve qu'au bout d'un moment, on perd la spontanéité. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est confortable parce qu'on a tout le temps pour revoir. On a des studios extraordinaires avec des moyens d'enregistrement où le son est vraiment optimum. Mais j'aime autant enregistrer les séries. Ouais. D'accord. J'imagine que pour le Dark Knight, par exemple, pardon, tu as dû. Est-ce que tu as eu accès au film avant de le doubler ou pas? Comment ça se Pas passe du tout. par Pas du rapport à tout. ce genre de production? C'est plus difficile pour vous. J'ai pas du tout eu accès au film. Alors aujourd'hui, je pense que ça serait différent. Aujourd'hui, il me le montrerait. Mais à l'époque, Anti-piratage, j'imagine. ouais, c'était très très très. Il y avait vraiment une paranoïa du piratage. Donc ce que j'ai vu du film pour
même pendant le travail, c'était vraiment il faut vous imaginer un écran de cinéma, la taille d'un écran de cinéma avec l'image projetée et juste à peine le visage et encore pas tout à fait tout le visage de mon acteur, de Heath Ledger, décrypté. Tout le reste est embrouillé, archi-brouillé avec des copyrights et des droits réservés, etc. partout. Donc je voyais presque rien. Ce qui était vraiment un problème. C'est-à-dire, heureusement, je voyais ses yeux, ce qui est finalement le plus important, presque plus important que sa bouche, parce que c'est à travers les yeux qu'on voit l'intensité de la voix et du jeu. Donc il faut que ma voix donne l'impression de sortir de son regard, en fait. Et puis, je voyais quand même sa bouche, donc j'arrivais à travailler, mais ça a été difficile. Heureusement, on avait beaucoup de... Là, pour le coup, j'avais autant de temps que je voulais. J'étais seul avec l'ingénieur du son, avec la directrice artistique, Jenny Gérard, et avec la directrice de la Warner, qui était venue superviser tout ça. Et donc, j'ai passé plusieurs jours à enregistrer ce film, que je découvrais au fur et à mesure. Ce qui m'a pas dérangé d'ailleurs, parce que je suivais comme ça sans avoir d'a priori. J'allais petit à petit, j'essayais d'être fidèle à ce qu'il faisait. Et à la fin, en revanche, on a vu le film avant tout le monde, parce qu'il y a ce qu'on appelle la double bande. Alors la double bande, c'est tous les participants sont réunis pour une projection qui est cryptée mais un peu moins cryptée. Et dès qu'il y en a un qui a les yeux sur le texte qui a été validé, il y en a un qui a les yeux sur les niveaux sonores, sur le mixage, quelqu'un d'autre qui est sur les images, et il faut que tout soit impeccable. Et donc tout le monde regarde et vérifie une dernière fois son travail, et on compare ce qui doit être, ce qui est prévu et ce qu'on a fait au final. Et puis ça s'est bien passé, tout le monde a validé le film, et après il a pu être distribué. Il est sorti, je sais plus exactement quand, mais je me rappelle. 2012, je crois. Oh, peut-être même avant, je crois. Hein. C'est un film de 2008, ouais, je crois. 2008, ouais. Mais en tout cas, c'était un des films que je suis allé voir. Je me rappelle, j'étais en vacances en Normandie. Je me suis offert ce plaisir d'aller le voir vraiment, en fait, pour la première fois au cinéma. J'ai payé ma place et je me suis offert ça dans un UGC. Et là, j'ai découvert le film sans les cryptages et sans les trucs. Et c'était super parce que c'est un très beau film, le Dark Knight. Oui, oui. C'est un film très réussi, à mon avis. Enfin, moi, j'avais adoré des films les Batman complètement différents de l'univers de Tim Burton, avec en particulier celui avec Danny DeVito en pingouin. Celui-là, je l'adore. Mais là, c'est un univers complètement... D'ailleurs, Philippe Pétieux est excellent dessus, au niveau de la VF. Ah, mais il est toujours excellent, Philippe. Philippe, c'est un super acteur. C'est un roi. Voilà. Mais j'adore les films de Tim Burton et les Batman en particulier. Mais le Dark Knight, c'est vrai que d'abord c'est un film très intelligent, et puis c'est un film très beau visuellement, et l'acteur que je doublais était exceptionnel. Donc c'est vrai que c'est un beau souvenir. Justement, j'ai une question peut-être bête, mais comment tu dors après ça? Parce que vu l'intensité de l'acteur quand même, des scènes à doubler, moi-même en ayant vu le film étant plus jeune, c'est quand même lourd, quoi. Eh ben, écoute, c'est pas une question bête du tout, parce que le dernier jour, quand je suis rentré chez moi, j'ai terminé de travailler en fin de matinée, je suis rentré et je suis allé me coucher. Et en plein après-midi, je suis tombé de fatigue, et ma femme me disait, mais je lui disais pas ce que je faisais, je disais que c'était un gros film, mais je lui avais pas donné trop de détails. Et elle me disait, mais ça va pas, t'as l'air crevé et tout. J'ai dit, oui, c'est très dur ce qu'on fait là, c'est très intense. Et à la fin, mais j'ai dormi comme un plomb tellement j'étais crevé.
Et c'était vraiment effectivement en fait c'était pas seulement le rôle, c'était aussi que j'étais sur la sellette pendant 3-4 jours parce que je pensais toujours qu'à n'importe quel moment les Américains pouvaient changer d'avis, que j'allais peut-être me faire débarquer du et qu'ils en essaieraient un autre, etc. Donc j'étais jamais rassuré, je proposais toujours plusieurs solutions, plusieurs directions de jeu différentes. Et, euh, et j'ai compris vraiment tard, au bout de 2 jours, 2 jours et demi, que j'allais faire tout le film et qu'ils n'allaient pas changer d'avis. Mais au début, j'étais vraiment sur le grill, quoi. Ah, parce qu'ils peuvent changer d'avis au dernier moment, enfin, avant Bah, de tourner tout le film. c'est-à-dire que normalement non, mais normalement la voix est validée. Mais D'accord. après, là, c'était un tellement gros truc que il y avait une supervision. Même Jenny Gérard était supervisée et il fallait, elle avait réussi à convaincre de son choix. On lui faisait confiance, mais après tout, d'abord, j'avais pas la même voix. Je suis pas dans la même tessiture que Heath Ledger. Moi, j'ai plutôt une voix de ténor et lui avait plutôt une voix de baryton léger. Et parfois, il suffit qu'il y ait quelqu'un aux États-Unis qui dise, bah écoutez, non, c'est pas tout à fait le même. Mais là, c'est le jeu qui a convaincu. Et Jenny avait dit, mais écoutez, il y a que Stéphane qui pourra faire le côté complètement dingue. Il a les deux côtés, le côté drôle et le côté effrayant. Et, et donc, elle m'a dit, il faut que tu fasses ça. Et on a travaillé dans ce sens-là. Et au final, c'est passé. Et je crois que c'est bien passé. Ils étaient très contents. J'ai eu des bons retours des studios là-bas. Et depuis, d'ailleurs, ils ont fait il y a quelques années, ils ont fait un essai général avec tous ceux qui avaient doublé le Joker. Et c'est moi qui fais la voix des dessins animés, des jeux. C'est moi qui double le Joker. C'est ma voix qui a validé la Warner, donc ça leur a bien plu. Et tant mieux, moi je me régale. C'est un personnage extraordinaire, donc je suis très très content de faire ça. Ils ont eu raison. Merci, merci. Voilà. Moi, j'ai un acteur qui me plaît beaucoup aussi, que tu doubles, c'est David Tennant. Ah oui, David Voilà. Tennant, je l'adore. C'est, Je l'adore. je crois que il est anglais ou britannique. Il est anglais et il est génial. C'est un des meilleurs souvenirs de séries que j'ai faites. Bon, je l'ai beaucoup doublé entre temps. Je l'ai même doublé très récemment pour tout te dire. Mais j'ai un des meilleurs souvenirs de David Tennant. Donc je l'avais doublé dans Harry Potter. Oui, au départ. Et après, on m'a appelé, Marie-Laure Beneston, ma copine Marie-Laure Beneston, m'a appelé pour faire un essai pour une série de la BBC en 8 épisodes qui s'appelait Broadchurch, Exactement. qui avait été le carton en Angleterre. Exactement. Ils avaient battu tous les records d'audience et j'ai été choisi pour le refaire. Parmi tous ceux qui avaient doublé David Tennant, ils m'ont choisi moi et c'était extraordinaire parce que je sais pas si tu connais cette série Oui. Broadchurch. Ah, elle est excellente. Elle est excellente et Ouais, surtout la première excellente. saison, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas, je les encourage vivement Le à suspense regarder de ces cette 8 série. épisodes. Il y a un suspense extra, Ah oui, l'histoire d'un meurtre abominable d'un gamin sur la côte anglaise, dans une petite ville imaginaire qui s'appelle Broadchurch. c'est ça. Et David Tennant mène l'enquête avec une femme flic de la région. Ouais. Et c'est très 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 intense, hyper bien joué. Et on découvre qui a tué au dernier moment du 8e et Ouais. dernier Au épisode. dernier moment. Ouais. C'est super bien. C'est très bien ficelé et très bien doublé. Ah, merci. Mais oui, tu sais, il y a des rencontres comme ça et il y en a deux ou trois. Justement, Quand c'est David ah, Tennant, effectivement, c'est que c'est un acteur. Je me sens très très bien quand je le double, c'est toujours un plaisir. est-ce que le fait de doubler un acteur régulièrement, on arrive à rentrer dedans, enfin, comment dire, s'habituer à lui, à ses gestes, sa gestuelle, son Moi, je jeu. crois. Tu Ouais, crois? moi je crois. Moi je crois que c'est vachement bien de suivre les acteurs et surtout quand on a à peu près le même âge et on a la même énergie. Moi pour l'instant j'ai la même énergie que lui, donc je le suis avec bonheur et je le connais bien. J'ai doublé dans des films, dans des séries, dans des téléfilms, dans des registres très très différents. Euh,
je l'ai doublé par exemple dans un truc qui m'avait vraiment beaucoup plu, qui était très réussi, c'était Le Tour du monde en 80 jours, Oui, je d'après l'ai Jules vu. Verne. Et c'était vachement bien. Je l'ai doublé aussi dans des séries dans des films dans lesquels il est vraiment monstrueux, dans des films où il est fragile, etc. Et donc je connais vraiment bien cet acteur maintenant. Et j'aimerais bien que un jour quelqu'un ait la bonne idée. Je sais qu'il y a quelques années, il l'a fait pour la BBC, je crois, mais je suis pas sûr. Il a tourné Hamlet, la pièce de théâtre. Et ça, moi, j'ai déjà fait plusieurs fois des, 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 des doublages d'après des pièces de théâtre. Et je rêverais De de le doubler. doubler dans Hamlet parce que c'est un rôle que j'aurais aimé jouer. Maintenant, je suis un peu vieux pour jouer Hamlet. Mais j'ai Pas si joué vieux que ça. dans la pièce Hamlet, mais c'était pas le rôle titre. Ouais. Mais là, je pourrais encore jouer Hamlet du coup, et ça me plairait bien. Si quelqu'un entend ton émission et que quelqu'un à la télé française a la bonne idée d'acheter les droits de David Tennant dans Hamlet, ben, je serais ravi de le faire. Feu. Allez-y. Et donc, parallèle avec le fait de faire du théâtre, le fait de faire des livres audio, c'est complètement différent, j'imagine. Ah Euh, ouais, ça c'est très différent, mais c'est très, c'est quand le livre est chouette, c'est extra. Parce qu'on est plongé, on est plongé dans la lecture, mais c'est pas une lecture comme c'est pas une lecture peinard, c'est une lecture où on active. incarne tous les rôles actifs et il faut donner les émotions, il faut donner le suspense, il faut il faut électriser l'auditeur. Et en fait, je m'étais jamais rendu compte avant cet été. Ça fait des années que j'enregistre des romans, mais j'avais jamais vraiment écouté. Pour être franc. Et cet été, je suis descendu en voiture, j'ai fait un long périple en bagnole et sur Spotify, je me suis aperçu qu'il y avait des romans audio et j'ai essayé. J'étais avec ma femme en bagnole et elle m'a dit ah mais j'ai jamais écouté ce que tu as fait et je me suis aperçu qu'il y avait un livre de Françoise Sagan que j'avais enregistré qui s'appelle La Laisse, qui est un livre excellent. D'accord. Et on a essayé on l'a mis dans la voiture. En fait, on a été captivé, on a roulé en écoutant le bouquin. Moi, j'oubliais complètement que c'était ma voix parce que je suivais l'histoire. Et quand on écoute un bouquin, c'est pas mal de l'écouter à deux ou à plusieurs parce que du coup, on peut réagir, on peut faire pause pour réagir Ouais. et avoir des commentaires en même temps. C'est un peu comme quand on regarde Comme au un cinéma. DVD. Ouais. Voilà. Alors exactement, tu vois, t'assistes à la même chose et alors que avant, quand tu lis un bouquin, tu le lis, c'est une expérience solitaire de lire un livre. Et là, brusquement, le livre devient un peu comme un film, une expérience à plusieurs, qui peut être vécue à plusieurs. Et c'est très différent du coup. Mais c'est intéressant parce qu'on réagissait tous les deux. Ah non, moi je trouve qu'il a raison. Ah non, non, il est dégueulasse. Ah bon. Et on commente comme ça et c'était vachement chouette et j'ai compris pourquoi il y avait un tel engouement pour les livres audio. C'est pas seulement parce que c'est pratique quand on prend le métro d'avoir un truc dans les oreilles un peu chouette ou quand on est malvoyant ou quand on est dans un camion ou dans une voiture et qu'on fait de la route. C'est aussi parce qu'on peut partager la même expérience de récit et brusquement le roman qui était une expérience solitaire devient une expérience à plusieurs et ça c'est chouette. Non, et pour moi, c'est joué, c'est pas lu. Ah non, c'est vraiment joué. Moi, j'incarne. En plus, dans les romans, il y a souvent des dialogues. Il y en a où il y en a plus que d'autres. Mais tu vois, par exemple, j'ai enregistré Fondation. toute une saga de fondation de Ouais. Asimov, Ouais. des livres de science-fiction. Et il y a des combats, il y a des trucs, il y a des personnages hauts en couleur. Et je leur donne à chaque fois, je leur prête une voix différente. Et c'est ça qui est chouette, c'est que l'auditeur doit instantanément reconnaître qui parle et être plongé dans le rythme des dialogues. Et il faut vraiment que ce soit visuel. Et ça encore, ça me ramène à ce que je faisais à la radio. La radio, finalement, c'est des images. On croit que c'est que du son, mais c'est des images. Quelqu'un qui raconte bien une histoire,
il apporte des images. Et c'est ça, raconter une histoire. Il faut que les gens la suivent, visualisent les choses. Et ça, c'est notre métier de faire ça. C'est drôle parce que tu parles de radio. Je vais faire de la radio dans pas longtemps. Et Tu vas animer une émission? Oui, enfin, du basket. Je vais commenter des matchs de basket. Ah, super! Mais ça j'adore les commentaires sportifs. C'est quand ils sont bien, c'est génial. Quand ils sont pas bien, ça gâche le spectacle. C'est dire l'importance des commentaires aussi. Exactement. Et complément de ça, je me suis lancé dans une carrière de théâtre. J'ai commencé la semaine dernière, premier cours. Et donc, en fait, c'est vous qui m'avez donné, enfin vous, toi et les autres comédiens, qui m'avaient donné envie de me lancer là-dedans. J'ai trouvé une compagnie proche de chez moi qui m'a accueilli et je me dis que ça peut être pas mal, tu vois. Mais c'est super. Le théâtre, c'est bien pour plein de choses. C'est bien pour ceux qui regardent, c'est bien parce que c'est intéressant. En général, les textes sont chouettes. Et puis, se débrouiller pour les dire, se les approprier, ça fait un travail aussi sur soi, sur qui on est, sur la manière qu'on a envie de dire les choses et pourquoi on les dit. Les choix des textes aussi, pourquoi on choisit celui-là et pas un autre. Tout ça, c'est des bonnes questions à se poser. C'est une très bonne idée que tu as. Moi, le but, c'était de vaincre ma timidité, parce que je suis très timide à la base. D'ailleurs, c'est très dur de faire cette interview. Mais bon. Mais tu sais, la timidité, je pense qu'il faut pas la vaincre. Et les acteurs que j'aime, en tout cas, c'est des acteurs qui sont des gens très timides. Moi, je pense qu'il faut, enfin, timide, c'est peut-être pas le mot, mais des gens pudiques. Réservé. Il s'agit pas de s'exhiber, au contraire, il s'agit de garder, de montrer ce qu'on a ce qu'on a en vérité. Donc c'est pas de la flambe, tu vois. Il s'agit pas d'être le plus flambant et le plus vantard et le plus exhibitionniste possible. Un bon acteur, je crois, une bonne actrice, c'est une personne qui reste intense et vraie. Et donc tu peux, si dans ta vérité tu es timide, garde cette timidité-là et simplement tu n'as pas à avoir peur parce que tu t'abriteras derrière un personnage qui lui parlera d'une certaine façon, mais tu pourras toujours rester toi-même, tu vois. Mais justement, le doublage, je pense que ça peut être une fenêtre par rapport au fait d'être comédien, parce que en fait, t'es pas devant le public, on t'entend. C'est le comédien à l'écran qui est transposé avec ta voix, tu vois. Moi, je trouve que c'est plus facile de faire du doublage que enfin, ça fait moins peur parce on te voit pas. T'as moins peur du jugement, tu veux dire? Ouais, et on te voit pas. C'est quand même quand tu montes sur un plateau de théâtre et que t'es dans la lumière et que les gens sont là dans la salle, bah voilà, on s'expose. Donc t'as plus le trac sur une pièce que sur du doublage. Au doublage, j'ai pas le trac. Ok, du tout. Du tout. J'ai le trac sur scène, surtout si j'ai pas bien travaillé, si j'ai pas assez travaillé. Mais après, et puis le théâtre, c'est compliqué parce que il peut se passer des choses quand même. C'est-à-dire, on peut avoir un trou de mémoire, le copain peut vous planter la réplique. Il faut se débrouiller, il faut que ça continue. Faut quoi qu'il arrive, il faut assurer. Le doublage, si on se trompe, on refait. Tu vois, il n'y a pas de raison d'avoir peur au doublage. Je pense qu'il faut pas. De toute manière, tu sais, la peur, le trac, il y a des sentiments humains qui sont très utiles. Les émotions humaines sont utiles. La colère, c'est utile. La haine, même, ça peut être utile. Mais il y a une sensation complètement inutile, c'est la peur. La peur, on peut rien en faire. Elle vous empêche d'agir, elle vous empêche de réfléchir, elle vous empêche de parler et de dire ce que vous voulez dire. Elle vous coupe complètement les pattes. Et ça, c'est nul. La peur, il faut vraiment... surtout qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Les gens sont contents, ils ont envie que ça marche pour vous. Ouais, mais des fois, la peur est incontrôlable. T'es pas d'accord? Mais elle est incontrôlable, mais on peut essayer de réfléchir dessus. Ouais. On peut dire, mais pourquoi j'ai si peur? Après tout, c'est pas comme s'il y avait un tigre qui m'approchait et qui allait me bouffer. Personne me menace. Il n'y a pas besoin de. Donc, il faut relativiser. Il faut se demander
Voilà, et puis au bout d'un moment, il faut assumer ce qu'on fait, il faut prendre la parole et ne pas avoir peur. Pour terminer, parce Ouais, que je vais pas t'embêter plus longtemps. Enfin, si, tu m'embêtes pas, voilà, Dimitri, c'est cool de d'accord, parler avec toi. c'est très bien. Je t'en Super. prie. Alors pour terminer, dis-moi. Pour terminer, quel conseil tu donnerais à un comédien qui veut se lancer soit dans le comédie, soit dans le doublage, soit autre chose d'ailleurs, enfin, être comédien, monter sur scène, quel conseil tu donnerais à Je quelqu'un pense qui veut qu'un se lancer? un comédien peut pas réfléchir en se disant je vais que faire du doublage. Il faut un comédien, c'est un métier où on fait pas que du doublage, on fait d'autres choses. Donc c'est déjà mon premier conseil, ce serait pas de raisonner en termes uniquement de doublage, mais de manière plus générale, vraiment avoir une formation qui permette d'aborder tous les métiers de l'art dramatique, si tu veux. Mais ce que je conseillerais surtout, c'est d'essayer de réfléchir aux raisons, enfin, qui vous font aimer ça, en se disant mais qu'est-ce que c'est un comédien? Qu'est-ce que ça veut dire être comédien? Finalement, c'est peut-être essayer de savoir qui on est, et une fois qu'on sait qui on est, euh, et ce qu'on aime, les textes qu'on aime, les choses qu'on a envie de faire, et euh, se lancer en essayant de rester soi-même. Curieusement, c'est un vrai paradoxe. Être comédien, c'est vraiment aller très loin dans quelque chose qui est complètement autre chose que vous, puisque c'est des personnages qui vous ressemblent pas. Moi, j'ai même doublé Hitler, c'est te dire, tu Ah vois. oui, ah oui. Donc, je suis pas Hitler du tout. J'ai aucune correspondance avec cet abominable bonhomme. Et pourtant, je me suis demandé comment je pouvais le faire moi. Et donc, c'est à la fois quelque chose de complètement étranger à moi et à la fois moi-même. Et c'est ça qui est amusant quand on est acteur. Donc, Il y a, il y je a, il y dirais a, aux il y gens, a, essayez de réfléchir sur vous. Voilà. il y a une histoire un peu de, comment dire, dédoublement de la personnalité un peu. Enfin, on incarne quelqu'un qu'on n'oserait jamais incarner. Ouais, je pense qu'on est tous, même les gens qui sont pas acteurs, on est tous multiples, si tu veux. Tous les gens tous les êtres humains ont des paradoxes, des contradictions en eux, aiment ça et aiment le contraire. Et donc il faut accepter de regarder en face les choses et de les et alors on prend plaisir justement à jouer avec ça. Et c'est amusant de savoir que moi j'ai pu faire des serial killers vraiment atroces, dangereux, et puis le gentil Damon Wayans dans Ma famille d'abord, qui est vraiment un gentil papa affectueux. Et le fait que ce soit ces deux facettes-là, c'est amusant, tu vois. Je trouve que je sois crédible dans les deux, ça veut dire qu'il y a quelque part les deux facettes chez moi. Et il y en a certainement plein des facettes chez moi. Je pense que je suis quelqu'un de multiple, et en même temps, c'est ma cohérence. Je suis pas complètement dingue, c'est-à-dire je suis pas dans ma tête, ça va. Oui, oui, j'imagine. Enfin, j'espère. Je touche du bois. Dernière question, parce que c'est important. Pour Ouais. toi, qu'est-ce qu'un bon doublage? Et est-ce que tu regardes les films en VF ou en VO quand tu les regardes? Ou les Alors, séries? un bon doublage, ça je peux répondre en une phrase. C'est un doublage qu'on oublie. D'accord. Il faut pas que tu aies l'impression qu'il y a. Il faut que ce soit normal qu'ils parlent français, alors qu'on sait tous que c'est des Américains. Et donc, quand Sandra Bullock parle en français, euh, il faut que j'arrive à oublier ma grande amie Françoise Cadol, et elle est tellement chouette là-dessus que je l'oublie. Je confirme. Et voilà. Et donc, c'est ça un doublage réussi. Et l'autre question, si je regarde en français, écoute, pas toujours, pour être franc. J'aime bien regarder en anglais les films aussi, mais peut-être parce que c'est pas par snobisme, etc., mais c'est parce que je j'ai quand même tendance, moi, à avoir du mal parce que je connais tellement ce métier par cœur que je connais pratiquement tous les copains qui doublent, même les petits C'est rôles. ça, tu travailles en Le- regardant le film. donc pour arriver à quitter ça,
c'est ça. Plus facilement, je regarde en anglais. Mais Ok. sinon, les très bons doublages, je peux les regarder en français avec grand plaisir. Ben moi c'est pareil. Moi il y a des séries que je peux pas regarder en français parce que soit c'est mal doublé ou j'ai du mal. Et inversement, il y a des films et des séries que je regarde en français parce que c'est tellement bien doublé que voilà quoi. Et Après, moi, tu vois, une fois que si j'ai commencé un truc en français, je peux le continuer. Par exemple, pour parler d'Urgence une seconde, oui, j'avais commencé, je le regardais à l'époque à la télé, en fait. Et quand j'ai entendu Urgence en anglais, j'étais très déstabilisé parce que pour moi, Nora Wiley, c'était Eric Missoff et personne d'autre. Et le docteur Carter, c'était William Corrin. Et donc, j'étais très, très étonné d'entendre leur voix anglaise. À l'inverse, si je commence en anglais, c'est pratiquement impossible de passer et de basculer en français. moi j'ai le même problème avec j'ai regardé Dexter récemment. Ah ouais, je crois que Et j'ai doublé dans Dexter, mais et je suis j'ai pas sûr. et j'ai du mal en français. Sur certaines voix, pas toutes hein, mais Ah ouais, ouais. Ah, mais je sais euh, plus, j'ai l'impression, je dis peut-être une connerie, mais je crois que j'avais fait un guest sur Dexter. d'accord. Mais j'en Mais sais rien. en anglais, il est tellement charismatique que je peux pas. Enfin, une fois que Ah, j'ai commencé, une fois que j'ai commencé en anglais, je peux ah pas oui, switcher. une fois qu'on commence en anglais, on peut pas rebasculer. Je peux C'est pas dans l'autre switcher. sens, mais dans l'autre sens, c'est pas facile non plus. Si t'as entendu John Wayne quand j'étais petit, j'écoutais les westerns à la télé. Quand je l'ai entendu en anglais pour la première fois, je te dis, j'étais catastrophé. Pour moi, il était français, John Wayne. Mais comme le regretté, comment il s'appelle, Alain Dorval qui est décédé récemment là Ah ouais, sur ça c'est. Stallone, Mais bien c'est, sûr, je si peux t'as toujours plus, entendu Stallone je peux avec plus, Alain, tu peux je plus. peux plus. Ouais. Pourtant, le comédien qui le remplace est excellent, mais je peux plus, je peux plus. C'est Michel Vignier, je crois, qui remplace Alain Dorval. Et Michel C'est, est oui, un ouais. excellent, excellent acteur. Je peux plus. C'est pas possible en fait. C'est, il est tellement il était tellement incarné que je peux pas. Ouais, je comprends. Comme comment il s'appelle, Patrick Poivet sur Bruce Willis. C'est pareil. Ouais, ouais, ouais. C'est pareil. Bah oui, et les voix, tu vois, ça veut dire aussi que les voix font partie de notre patrimoine, Et l'oreille. je comprends le mouvement qui s'est monté récemment. Moi, je suis à fond derrière vous, mais après, c'est compliqué, ça c'est politique, c'est différent. Mais bon, par rapport au fait de garder de De légiférer garder sur des les voix voix. humaines, ah bah ouais, bah de toute façon, on sera remplacé par des cafetières électriques un jour, et c'est fini avec tous ces crétins. Excellent, excellent. Bon, écoute, Dimitri, j'espère que Merci beaucoup. notre discussion a été. C'est Moi, en parfait. tout cas, j'ai trouvé ça très sympa et tes questions étaient très chouettes. Merci beaucoup, hein, je te remercie Merci vivement. à toi. Et bonne